Aux États-Unis, la reprise du procès de Donald Trump, jugé pour falsification de documents, des paiements dissimulés d'une somme de 130 000 dollars afin d'acheter le silence de Stormy Daniels, l'actrice de films pornographiques avec laquelle il aurait eu une relation sexuelle en 2006. Les plaidoiries finales auront lieu à partir de mardi. On retrouve Simon Grivet, maître de conférence en histoire et civilisation des États-Unis à l'Université de Lille. Bonjour. Il Bonjour. s'agit probablement du seul procès contre Donald Trump avant l'élection présidentielle. Pourrait-on assister à la première condamnation pénale d'un ancien président américain ? Ça dépendra du jury. Tout ce qu'on peut lire actuellement dans les médias semble montrer que l'accusation a fait son job, si je puis dire. Elle a présenté un récit cohérent avec des témoins, avec des preuves. Mais vous savez comment se déroule ce procès, hein. Ce sont les 12 jurés, hommes et femmes, qui vont devoir trancher en leur âme et conscience et décider effectivement à l'unanimité si Trump est coupable de ce qu'on lui reproche, c'est-à-dire d'avoir falsifié ces documents financiers. Donc ça reste jusqu'au bout très incertain. C'est pour ça que dans 95% des cas, le système judiciaire états-unien essaye d'éviter un procès parce que l'issue est toujours très incertaine. Il suffit qu'une personne refuse d'être d'accord avec les 11 autres et il n'y a pas de condamnation. Le procès se termine sans décision. Et le verdict, d'après vous, est-ce qu'il aura une influence sur le résultat de l'élection présidentielle américaine prévue début novembre ? Alors ça, c'est la grande question, effectivement. C'est très difficile à dire parce que, bon, d'abord, si ce verdict de culpabilité, si c'est un verdict de culpabilité, en quelle mesure ça va affaiblir Donald Trump? Est-ce que ce verdict de culpabilité sera accompagné d'une lourde peine? Est-ce qu'il y aura juste une sanction, une condamnation avec sursis, ou est-ce qu'il y aura une peine de prison qui est possible, hein? On ne sait pas. S'il est innocent, il est évident. S'il est reconnu innocent, s'il n'y a pas de décision du jury, c'est clair que ça le renforcera et il pourra le présenter comme une victoire. Après, ce que disent beaucoup de spécialistes, politistes et journalistes qui étudient ça de très près, c'est au sein de l'électorat républicain, on a en gros un quart des électeurs républicains qui se sont dit mal à l'aise pour voter pour quelqu'un qui aurait été condamné. Et on pense aussi que la même chose s'applique à cet électorat centriste, hein, qui n'est ni pour l'un ni pour l'autre. Donc potentiellement, ça peut avoir un impact, mais ça reste très très incertain, hein, comme tout l'est dans cette élection qui va être extraordinairement serrée. Et comment se fait-il que dans ce pays largement puritain, où le président prête serment sur la Bible pendant la cérémonie d'investiture, un tel procès n'ait pas de conséquences sur la popularité de Donald Trump ? Alors c'est Trump, les Américains le connaissent depuis 30 ou 40 ans, ils savent qui il est. Et dès 2015-2016, il avait obtenu le soutien massif de ceux qu'on appelle les évangélistes, hein, donc des personnes qui ont une foi très forte, qui sont très chrétiens. Et il savait qu'il soutenait quelqu'un qui avait été marié 3 fois, qui avait tenu des casinos, qui était une star de la télé depuis 15 ans. Donc il n'y a pas tellement de surprise sur sa personnalité, c'est plus les évangélistes et tous les gens qui se présentent, comme vous dites, sous un certain puritanisme, apprécient chez lui ses engagements ultra-conservateurs, qui sont pour le droit des armes et contre le droit à l'avortement, hein. Il a cet atout formidable d'avoir obtenu la fin de la garantie fédérale du droit à l'avortement. Donc ça, beaucoup d'électeurs évangélistes lui sont très reconnaissants. Et finalement, ses frasques personnelles n'influent pas tant que ça sur sa personnalité. Et comment cet homme d'affaires multimilliardaire, perclus d'affaires judiciaires, arrive à se présenter et même à être perçu comme une victime ? Alors ça, c'est sa grande force, effectivement, c'est son tour de force qu'il a réalisé ces 2 dernières années. Il a systématiquement insisté sur le fait qu'il y avait une motivation politique derrière. Alors c'est dû à certaines affaires, par exemple ce procès de New York, il se fonde quand même sur des faits qui sont généralement peu souvent poursuivis sous forme de procès. Et les affaires les plus graves, celles pour le 6 janvier, celles pour les documents qu'il aurait indûment conservés, n'ont pas été très loin dans le développement judiciaire, et elles sont effectivement l'œuvre de la justice fédérale. Donc c'est facile de dire, ah bah oui, la justice fédérale, elle fonctionne. Euh,
sous l'inspiration de mon adversaire, le président Biden. Et les deux procès, celui-ci à New York et celui qui pourrait avoir lieu un jour en Géorgie, ont été initiés, enfin les poursuites ont été initiées par deux procureurs démocrates. Donc il y a une dimension politique sur laquelle il a pu facilement s'appuyer pour se présenter en victime. Et s'il gagne l'élection présidentielle au mois de novembre, vous pensez qu'il va pouvoir faire annuler tous les procès contre lui? Alors non, il pourrait, s'il était élu, il pourrait effectivement mettre un terme aux poursuites fédérales, mais les poursuites dans l'État de Géorgie ou cette éventuelle condamnation dans l'État de New York resteraient, puisque un président dans un système fédéral ne peut pas effacer des condamnations qui sont prononcées par la justice de l'État. Mais en tout cas, évidemment, il échapperait à toute sanction pendant les 4 années de son éventuel nouveau mandat. Et il pourrait s'autogracier? Alors pour les poursuites, alors, pour ce qui est d'une condamnation à New York, non, ça c'est impossible. Mais si jamais il était condamné, ce qui semble peu probable puisque le procès n'a pas été, risque de ne pas être organisé d'ici novembre, mais une éventuelle condamnation fédérale, là on est vraiment dans l'inconnu, c'est-à-dire dans quelle mesure un président peut s'autogracier. On ne sait pas, le cas ne s'est jamais produit. C'est vraiment un cas d'école pour constitutionnalistes. Pour l'instant, on ne sait pas. Comment s'exprime le mouvement féministe puissant aux États-Unis actuellement dans cette affaire et est-ce qu'il peut jouer un rôle important contre Donald Trump? Alors, d'une manière générale, depuis 2016, hein, Trump a un certain retard dans l'électorat féminin, c'est ce qu'on a appelé le gender gap. Et souvent, ses adversaires, que ce soit Hillary Clinton et surtout Biden, ont réussi à en profiter. Là, on a eu assez peu d'interventions féministes autour de ce procès, autour de la figure de Stormy Daniels. Je pense que clairement, pour les féministes, voilà, elles savent qui est Trump, elles savent ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Il y a eu beaucoup plus d'écho au moment de sa condamnation il y a quelques mois au civil, hein, où il a été condamné à payer une somme monumentale de l'ordre de 80 millions de dollars pour avoir possiblement pour avoir diffamé une femme qui l'accusait de viol dans les années 80. Donc, la condamnation contre E. Jean Carroll, qui était une journaliste et qui l'accuse de l'avoir violée dans les années 80, ça a eu beaucoup plus de poids parce que c'était vraiment un fait de violence sexuelle, sexiste et sexuelle. Dans cette affaire Daniels, il n'y a pas une dimension féministe si importante que ça. Il y a juste la mise en scène et la mise à jour de ces frasques qui sont bien connues. Et dans l'histoire des États-Unis, vous qui êtes maître de conférence en histoire, est-ce qu'il y a un président comparable, aussi outrancier et aussi vulgaire? Non, on n'a jamais vu ça. C'est tout ce que fait Trump est unique. Et bon, voilà, son style est unique. C'est une personnalité du monde des médias, de la télévision. Jusqu'alors, tous les présidents étaient issus quand même un peu du même moule, souvent des avocats ou des militaires. Il y avait quand même une retenue, une dimension solennelle que Trump a bouleversée. C'est ça aussi qui a fait son succès, hein. Il ne faut pas oublier que dès 2015-2016, il a ramené aux urnes des millions d'électeurs conservateurs qui ne voulaient plus voter et qui ont adoré justement cet homme qui se présente toujours comme n'étant pas politicien, quoi. C'est ça qui a fait sa force, c'est parce que il est considéré comme un outsider, à la fois un homme d'affaires milliardaire. Donc beaucoup de ses électeurs disent ah bah c'est sûr qu'il est honnête parce que comme il est déjà milliardaire, il va pas gagner de l'argent, il va pas être corrompu, ce qui est assez surprenant. Et à la fois comme quelqu'un qui n'est pas un politicien, donc c'est toujours, ça lui est toujours reconnu et comme une qualité, paradoxalement. Et ça dit quoi de la société américaine en sachant que l'impact de le résultat de l'élection présidentielle aura un retentissement mondial? Alors, c'est une société qui est très profondément divisée. Pour toute une partie du pays, il y a vraiment une déception profonde vis-à-vis du monde politique, et on peut les comprendre. Le simple fait que cette élection se joue à nouveau entre Trump et Biden, c'est très symptomatique. Vous avez deux personnes, l'un de 76, l'autre de 81 ans, qui sont... Voilà, il n'y a pas eu de renouvellement de la classe politique, il y a cette gérontocratie qui pèse sur le système. Et je pense qu'il y a une profonde déception vis-à-vis du monde politique, une société qui est très divisée. On a deux candidats qui sont historiquement impopulaires, hein. Autant Trump que Biden. Quand on demande aux Américains est-ce que vous avez une opinion favorable ou défavorable, les 2 tiers en général des États-Unis interrogés disent je n'aime pas ces personnes, je ne veux pas d'elles. Mais le système politique est tellement grippé à l'heure actuelle que ils sont un petit peu ils sont condamnés à cette revanche terrible de 2020. Donc voilà.
Vous parliez d'une dernière question, d'un système politique grippé. Est-ce que justement il n'est pas suranné? Je pense notamment au fonctionnement des grands électeurs. Alors bien sûr, il y a cette question que Trump a remis à contrario à l'ordre du jour, c'est-à-dire on est dans une démocratie où parfois, c'est arrivé en 2000 et en 2016, on peut être élu président en ayant moins de voix que son adversaire. C'est le système du collège électoral. Donc il y a déjà des voix qui se sont exprimées depuis longtemps pour le réformer. Après, on sait que la réforme constitutionnelle aux États-Unis est extrêmement difficile. Mais c'est clair que ces élections de 2000 et puis de 2016, deux victoires républicaines avec une minorité de voix, ont souligné les dimensions fondamentalement antidémocratiques des institutions américaines. Et on pourrait aussi parler du Sénat qui surreprésente les petits États où il y a peu d'habitants par rapport aux grands où il y a beaucoup d'habitants. Donc c'est une démocratie censée être celle qui fait modèle, qui est d'une certaine façon en crise en ce moment. Merci beaucoup Simon Grivet pour votre analyse sur France 24. Merci.